800 personnes assistaient cet après-midi aux obsèques de Maëlys, certaines venues de très loin pour soutenir les parents de la fillette. Parmi elles d'ailleurs le papa et la maman du caporal Arthur Noyer qui parlent d'un effet miroir après la disparition de leur fils, tué également par Nordal-Lelandais. Un meurtrier détenu dans un établissement psychiatrique spécialisé qui pose toujours autant de questions. Pourquoi a-t-il tué Maëlys et comment? Lui qui parle toujours d'un accident et d'une seconde personne en lui quand il passerait à l'acte. On va y revenir dans un instant avec nos invités, mais retour sur l'émotion de cet après-midi avec Jean-Marie Delot. Une famille unie autour des parents et de la sœur de Maëlys pour un hommage poignant. 400 personnes accueillent le petit cercueil blanc dans l'église de la Tour du Pin. À l'extérieur, plusieurs centaines regardent la retransmission sur un écran géant. Seigneur notre Dieu, nous avons du mal à comprendre que l'on puisse mourir si jeune et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir. L'émotion étreint le public quand Jennifer, la maman de Maëlys, prend la parole. J'ai partagé 9 années de bonheur avec toi, Maëlys. Tu étais si belle. Ton regard était profond, rempli d'amour et malicieux. Même détresse de Joachim, le papa, face à l'absence. Adieu Maëlys, que les anges t'accompagnent dans un monde meilleur. Tu me manques, ton papa qui t'aime. Des funérailles touchantes, mais une réalité toujours aussi dure à affronter, plus de 9 mois après l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Il n'y a pas de mots, j'ai encore du mal à réagir, que ça s'est passé, à réaliser que ça s'est passé, quoi. Les parents d'Arthur Noyer, autre victime présumée de Nordal-Lelandais, assistaient aux obsèques. On est des parents dans la même détresse et on voulait être là pour Maëlys, pour ses parents, pour sa famille. Voilà, ça pouvait pas être autrement. Des fleurs blanches et des mots sur les registres. Ce qui a frappé les esprits, ce sont surtout ces centaines d'anonymes, témoignages de l'émotion suscitée par le meurtre de la fillette. Je la connaissais pas personnellement, mais ça touche quand même parce qu'on est quand même des mamans. On comprend ce que les parents vivent. Donc c'est vrai que ça nous touche, mais on voulait être là, être présent pour cette petite fille, quoi. Maëlys a été inhumée dans l'intimité du cimetière de la Tour du Pin. Sur le passage du convoi funéraire, spontanément des applaudissements, alors que sur l'écran géant défilent encore des images d'un bonheur passé. Et on va vous rejoindre sur place justement, Stéphanie Roch, à la Tour du Pin. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe ce soir dans le village, dans la petite ville? Et vous nous confirmez que beaucoup de gens étaient venus de tout le pays pour se recueillir aux côtés, en communion avec les parents de Maëlys. Bien sûr, je pense notamment à Pierre, ce papa que j'ai interviewé cet après-midi, qui avait fait 500 km. Il est venu de Troyes parce qu'il devait, je reprends ces mots, il devait être là aujourd'hui pour rendre hommage à Maëlys. Il a une enfant qui a sensiblement le même âge que la petite Maëlys et il voulait montrer son soutien et son amour aussi à cette famille, aux parents de Maëlys. Alors dignité, ça c'est le mot qui est revenu toute l'après-midi. C'était le mot qui était sur toutes les lèvres de cette foule d'anonymes qui est venue se masser en l'église Notre-Dame de l'Assomption et sur le parvis de celle-ci. Dignité, ils ont trouvé les parents incroyables de force et de courage. La grande sœur aussi, Colline, qui a pris la parole et qui a eu ces mots, qui a eu cette expression, ce je t'aime qu'elle a lâché à sa sœur, à sa petite sœur. Elle l'a dit, ils n'avaient pas l'habitude dans la famille de se dire ces mots-là, mais aujourd'hui, il fallait qu'elle le dise, ce je t'aime donc qu'elle a lâché dans l'église. Un moment chargé, empreint d'émotion. On a vu des larmes glisser sur les joues à Notre-Dame de l'Assomption. Ces familles venues nombreuses, ces papas aussi, ces mamans qui étaient là aussi en pleurs et qui ont partagé largement la souffrance de cette famille. Et puis il y a eu le papa et cet hommage incroyable. Il a parlé de l'amour commun pour le football qu'il avait avec sa fille. Et puis pour Cristiano Ronaldo, je vous propose de l'écouter. Je me souviens quand on était en vacances au Portugal, devant les magasins de chaussures. Tu voulais à tout prix que je te prenne des chaussures de foot. Pour ton inscription au club de foot pour l'entrée en septembre. J'aurais tout donné pour te voir jouer au foot. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Mon cœur est plein de tristesse. Je ne revivrai plus jamais ces moments-là avec toi. Maëlys n'est plus là.
Il y a toujours ta place libre à la table familiale, marquant physiquement le vide que tu laisses dans nos cœurs et dans nos vies. Et sur les coups des 16h15, le convoi funéraire a quitté l'église sous les applaudissements de la foule. Encore un moment empreint d'émotion. Et puis tous ces gens qui auraient aimé aussi témoigner de leur présence et de leur amour, qui n'ont pas pu le faire à notre caméra parce que la gorge nouée, parce que les yeux embués. On a senti énormément d'émotion. On l'a souvent dit cet après-midi, mais c'est vrai que l'émotion était grande, la tristesse immense et l'incompréhension aussi mêlée à cette colère, forcément. Ce soir, vous le disiez, Maëlys repose dans le petit cimetière de la commune de la Tour du Pin auprès de ses grands-parents paternels. Elle va pouvoir enfin reposer en paix. Merci beaucoup Stéphanie Roch depuis la Tour du Pin. On va en parler avec nos invités. Laurent Montet, vous êtes criminologue, spécialiste des tueurs en série et du profilage criminel. Vous avez écrit Tueurs en série aux éditions PUF. Maître Carbon Dessèze, vous êtes avocat pénaliste responsable de la commission des droits de l'homme. Et puis Stéphane Bourgoin, écrivain spécialiste des tueurs en série, auteur de Moi Serial Killer chez Grasset. Alexandra Guillet également avec nous du service police-justice. On vient de voir toute cette émotion cet après-midi dans cette petite commune de l'Isère. Il faut d'abord signaler un point. Les parents de Maëlys, Stéphane Bourgoin, ont attendu plus de 8 mois pour pouvoir récupérer le corps. Oui, mais déjà, elle disparaît et elle est tuée le 27 août. On découvre le corps suite aux aveux du bout des lèvres de Nordal-Lelandais que le 14 février. Et le corps était resté en extérieur, était extrêmement détérioré. Donc il a fallu que l'IRCGN, les hommes de Pontoise, sous la direction de Patrick Touron, puissent effectuer toutes les relevés et autres. On dit que apparemment elle n'a pas été victime d'un viol, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de sécrétion autour du corps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une agression sexuelle malgré tout. Et ça, on ne pourra plus le savoir, à part les aveux évidemment de Lelandais s'il en fait. Oui, mais je dirais que aujourd'hui, ce qui est important pour les parents, c'est de commencer à faire le deuil. Oui. Et j'ajouterais aussi une chose qui me paraît très intéressante, c'est que avec cette affaire, avec celle d'Angélique, avec celle du petit homme qui a été tué par un marginal, Jonathan, c'est que maintenant les victimes trouvent vraiment leur place, aussi bien dans le cœur de tous les Français, mais aussi dans les médias. Mais pourquoi c'était pas le cas avant ? Non, parce que vous demandez à n'importe qui dans la rue de vous citer des noms de victimes, de Michel Fourniret, de Guy Georges, de Patrice Allègre et d'autres tueurs en série. Tout le monde connaît ces tueurs en série, mais est incapable de vous dire les noms de Natacha Danet, Cathy Rocher, Isabelle Laville, etc. Donc très souvent, ces noms-là apparaissent au moment du procès et disparaissent ensuite. Ouais. Et je trouve que là, pour une fois, les victimes prennent entièrement leur place, la place qui leur est due, et que, évidemment, il y a un Nordal-Lelandais, mais on donne véritablement la place aux victimes. Alors justement, Laurent Montet, est-ce qu'on peut penser que Lelandais, de sa cellule psychiatrique, de son hôpital un peu spécialisé, a pu voir ces images ? Possible. Ouais. En tout cas, de deux choses l'une. Soit il les a vues et son ressenti de psychopathe, de sociopathe, de personnage un peu pervers, froid et distancié ne lui aura pas fait grand-chose, si ce n'est peut-être de prendre par voie indirecte une forme de narcissisme encore et encore. Lui qui a quand même conduit les policiers pour retrouver le corps et qui a dit « je le fais pour Maëlys ». Oui. Bon. Si vous voulez, je crois qu'on sera tous d'accord autour de ce plateau pour dire que quand on a un profil de ce genre-là, sans bien sûr présumer de la totalité de ce qu'il est, les probabilités pour qu'il éprouve
des remords, des regrets, des véritables compassions pour la famille de la victime me paraissent faibles. Ça veut dire aussi que quand il dit quand je passe à l'acte, c'est comme si j'avais une deuxième personne en moi, c'est peut-être pas tout à fait vrai non plus. Oui, on n'est sans doute pas dans le délire, schizophrénie, paranoïde, complètement... Deux personnalités très distinctes. Voilà, Dr Jekyll, Mr Hyde, je crois qu'il faut vraiment l'exclure, et qu'on joue en revanche sur une double face, un double jeu quasi permanent, entre le masque que l'on veut donner aux autres et les pulsions ou les fantasmes qu'on a au fond de soi. On va y revenir là-dessus. C'est une manière pour lui aussi de se distancier par rapport à son acte. Oui, c'est une forme de défense, de stratégie, Maître Carbon de 16. J'aimerais que vous nous disiez en quoi c'est important. Bon, évidemment, il y a toute l'émotion, il y a toute la France qui est aux côtés de cette famille, mais dans une affaire comme celle-là, retrouver un corps, faire son deuil, vous n'êtes pas psychiatre, mais c'est particulièrement important. Oui, et le rituel judiciaire aide le rituel de fond. Si vous voulez, plus tôt, la dépouille de la malheureuse Maëlys a été restituée à la famille des Araujo, plus vite celle-ci a pu enterrer sa fille. Et vous parliez tout à l'heure de l'autopsie qui a été faite dans ce service d'élite à côté de Paris. C'est Stéphane Bourgoin qui en parlait. Oui, et a raison. Si vous voulez, ça diminue aussi les probabilités de demande d'une contre-expertise. Parce que vous posiez la question, rien n'empêcherait, s'il y avait des aveux ou d'autres indices, d'exhumer le corps de Maëlys. Pour la famille de cet enfant, ça serait une nouvelle souffrance. Exact. Donc là, tout ce qui a été ordonné par le juge d'instruction, c'est très probablement terminé. Elle peut reposer en paix. Et je vois mal le juge d'instruction susciter de la peine pour des investigations incertaines qu'il faudrait mener en contre-autopsiant le corps de Maëlys, qui supposerait de l'exhumer, comme je vous le disais. Alors que Alexandra Guillet, l'autre victime reconnue par le Landais, le caporal Arthur Noyer, lui, ses restes n'ont toujours pas été rendus à la famille. Non, tout à fait. Ils sont toujours entre les mains des experts, et c'est pour ça les parents, on les a vus, ils sont venus assister à la cérémonie en hommage à Maëlys, et c'est ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, nous sommes des parents venus soutenir d'autres parents. Ils ont cette peine, ils ont cette détresse en commun, celle d'avoir encore énormément de questions sur pourquoi leur enfant a été tué, comment il a été tué. Il y a déjà quelques éléments de réponse, mais encore énormément de zones d'ombre. Et eux, pour les parents du caporal Noyer, effectivement, ce moment où ils pourront faire cet adieu réel, concret à leur fils, mais il n'est pas encore arrivé puisqu'ils n'ont pas encore récupéré la dépouille. Et on va les écouter tout de suite. Ils le redoutent aussi, ce moment bientôt des obsèques. Écoutez. C'était une belle cérémonie, pleine d'amour, pleine d'espoir, d'espérance, qu'elle repose en paix et elle est dans un monde meilleur. Et comme disait Didier tout à l'heure, on a vécu, on était là pour apporter notre soutien à Joachim et Jennifer et à Colline et toute sa famille. Leur apporter notre amitié, notre amour, être là. Et voilà, c'était tout simplement ça. Voilà, des parents qui partagent le même drame, de perdre un enfant dans les mêmes conditions, des enfants gentils. Voilà. Et être là, la question ne s'est même pas posée. C'était de fait, on devait être là. Ça s'est imposé à nous. Et puis, de façon très personnelle aussi, on n'échappe pas au fait que là, il y a un effet miroir, parce que nous, dans quelques mois, et on ne sait pas du tout quand, c'est nous qui serons à la place de Jennifer, voilà, et Joachim. Donc voilà, être ensemble, ça aide. Et puis, comme je l'ai dit, je voudrais, au-delà de la famille et des amis, c'est tous ces anonymes, mais qui sont par centaines, par milliers, qui par tous leurs messages nous témoignent de leur soutien. Et je vais profiter des caméras pour dire merci à tous ces anonymes. Voilà, c'est un message de force,
de vie. Voilà, faut que la vie soit là. Et la vie va être là et on fera en sorte que la vie soit peut-être meilleure pour ce qui va suivre. Enfin, voilà. Est-ce que d'une certaine façon ça a pu apaiser un tout petit peu l'immense douleur qui est la vôtre? Oh, je sais pas, je dirais il y a des moments qui sont gais, qu'on partage avec des amis, et puis il y a des moments où ça déborde. Voilà, c'était un moment de partage qui était plein d'émotions, donc moi j'ai un peu pleuré, hein. Et puis il y a des sourires qui vont venir, et puis il faut voilà, la vie est là, et de toute façon Maëlys pour ses parents et Arthur pour nous sera toujours là. Il nous guidera, il nous illuminera comme ils ont su le faire avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce témoignage très fort, Alexandra Guillet. J'allais dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les enquêtes continuent du côté de Nordal-Lelandais. Il va y avoir de quoi? De nouvelles auditions? On va chercher à comprendre ce qui se passe, parce qu'encore une fois, ces explications restent très parcimonieuses, hein. Disons qu'on a appris à comprendre comment fonctionnait Nordal-Lelandais, et que Nordal-Lelandais ne passe à des aveux ou à des explications qu'une fois mis devant des éléments qui le coincent, qui l'obligent à déclencher, qui déclenche quelque chose chez lui, qui fait qu'il se met à donner des éléments d'explication, mais toujours par bribes. Effectivement, on a vu ça pour Maëlys, il a fallu... C'est presque du donnant-donnant. Vous avez des preuves, vous les enquêteurs, donc je réagis. Disons qu'il n'y a rien de spontané. On a le sentiment d'une très grande maîtrise de la part de cet individu quant à ce qu'il délivre comme information sur ce qu'il a pu faire ou non avec ces victimes dont il est accusé. Alors il reste présumé innocent tant que la justice ne sera pas passée, mais bon voilà. Même s'il a avoué à 2 reprises. C'est lui qui a conduit au corps de Maëlys, voilà. Mais... Et qu'on en est aujourd'hui à une vingtaine de cas où on s'interroge. Alors, disons qu'il y a tout un travail qui est fait, c'est qu'évidemment, ces deux affaires, dans un secteur déterminé, assez proche, entre le caporal Noyer et Maëlys, qui se trouve donc à chaque fois dans l'Isère, effectivement, le fait qu'il y ait eu ces deux affaires a entraîné la réouverture ou le réexamen de toute une série de dossiers de disparition ou de meurtres non élucidés dans la région à proximité. On a toute une série de cas. Vous le voyez, hein, Grenoble, Albertville, Valence, Nîmes, Saint-Étienne, c'est quand même bien élargi. Hein, mais c'est vrai qu'aussi... dans l'Hérault, autour du Cap d'Agde, à chaque fois, on a des parents qui veulent comprendre, qui veulent savoir, et si c'était lui. Il y a 11 familles qui se sont réunies il y a quelques semaines. Une quinzaine, ouais. Ça a au moins le mérite de rouvrir des enquêtes qui étaient un peu en sommeil, il faut bien le dire. La question derrière, c'est est-ce que Nordal-Lelandais a commis 2 crimes, ou bien est-ce qu'on est face à un tueur en série? Pour l'instant, on a un point d'interrogation qui reste là, on n'a pas de réponse à cette question. Les enquêteurs ont une ultime conviction ou pas? Les enquêteurs, en tout cas, ils ne travaillent pas à la conviction, ils travaillent à la preuve. Voilà. Donc, ils ont réouvert... Ils ont un peu une conviction aussi. Non, mais ils peuvent avoir des intuitions. Oui, c'est ça. Le travail de policier, c'est d'avoir du flair. C'est pas grave en plus qu'ils aient des convictions. Ce qui serait grave, c'est que ce soit sur ces uniques convictions-là qu'on incarcère les gens. Et ce qui serait grave, c'est de ne pas réétudier tous les cas de disparition de personnes, au moins dans ce secteur, tous les secteurs où Nordal-Lelandais est passé. Vous aviez Occhielliero tout à l'heure, parce qu'effectivement, il a régulièrement fait des allers-retours dans le sud de la France, où il a également de la famille. Aujourd'hui, ça paraît très peu audible, peu compréhensible pour n'importe quel parent de disparu qu'on ne se penche pas sur le profil Lelandais pour voir s'il ne peut pas y avoir une connexion. Ce qu'on dit, on ferme des portes.
Voilà, on dit que c'était pas possible et on en a fermé déjà 4 ou 5. Hein. Oui, on peut citer Estelle Mouzin. Voilà. Le cas de Lucas Tronche a également été évoqué puis refermé. Adrien Mouralmier. Exactement. Adrien Mouralmier, on le rappelle, un jeune cuisinier belge qui était à Toural en Haute-Savoie et qui a disparu à l'été 2017. Un peu après Arthur Noyer et un peu avant Maëlys, donc il y avait une forte suspicion. Cette piste a été écartée. Entre-temps, on l'a retrouvé et en fait, il s'est perdu dans une forêt. Donc, mais on ferme les portes les unes après les autres. On va revenir sur toute cette affaire et sur ses conséquences. Et puisqu'on a appris cette semaine les bribes de la personnalité psychique de Nordal Lelandais avec Bastien Auger. Comme si une seconde personne était en lui, comme s'il était spectateur de ses actes, comme s'il était sorti de son corps au moment de tuer Maëlys, par accident selon lui. Voilà comment Nordal Lelandais a décrit ses gestes aux experts psychiatres selon RTL. Le meurtrier présumé de la fillette évoque l'alcool, sans doute la drogue aussi, consommée le soir du drame. Et pourtant, les conclusions des experts psychiatres sont catégoriques. Bien loin de cette image du double inconscient, ils tracent le portrait d'un Nordal Lelandais responsable de ses actes. Leur rapport, cité par Le Parisien, décrit un Lelandais manipulateur au cours des entretiens. Il ne serait atteint d'aucune perte de contact et du sens de la réalité, ni abolition, ni altération du discernement. Nordal Lelandais, présenté comme conscient et dangereux. Monsieur Lelandais présente une personnalité clivée de type perverse et possède une dangerosité criminelle extrême. Portrait d'un homme violent, éclairé par un passé, progressivement révélé au grand jour. 18 juillet 2017, un mois avant l'enlèvement de Maëlys, Karine porte plainte à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Selon elle, Nordal Lelandais, son petit ami, a délibérément foncé sur sa voiture. Les faits présumés sont qualifiés par le parquet de mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort. Mais la plainte n'aura jamais de suite. Si jamais on avait accordé un peu plus d'intérêt à sa plainte, on aurait suspecté M. Lelandais. On l'aurait entendu, soit en qualité de témoin libre, soit de manière plus efficace, en garde à vue. Et un homme prudent, comme il semble l'être, qui est mis en garde à vue, qui est suspecté, qui est accusé par une autre personne, prend-il le risque de commettre les faits qu'il a commis? J'ai des doutes. En revanche, Nordal Lelandais a été condamné par la justice dans une toute autre affaire, l'incendie de ce snack-bar en 2008. Il écope d'1 an de prison. À l'époque, il avait 25 ans. C'était quelqu'un qui n'était pas très, entre guillemets, recommandable ou fréquentable. Il jetait des bouteilles de verre, de whisky sur les voitures. Visiblement, Lelandais a su masquer sa personnalité, décrit par ceux qui l'ont connu tantôt comme un homme violent, tantôt comme une personne sympathique. Avant ses mises en examen, il vivait à Domessin, en Savoie. À 19 ans, il s'engage dans l'armée, devient maître chien. Mais 3 ans plus tard, il est réformé pour comportement inadapté et consommation de cannabis. Il enchaîne alors les petits boulots. En 2010, il monte un élevage canin. Nouvel échec. Viendra ensuite donc l'affaire du snack bar, le bracelet électronique, et puis l'horreur. Avril 2017, quelques mois avant la disparition de Maëlys, un jeune militaire disparaît à Chambéry. En mars dernier, Nordal Lelandais avoue avoir tué le caporal Noyer, selon une source proche du dossier. C'est ici, au pied du massif des Bauges, qu'il a été conduit par les gendarmes. Là même où les ossements du militaire avaient été retrouvés en septembre dernier. Maëlys, Arthur Noyer, 2 victimes, 2 profils complètement différents. Ce qu'il y a de difficilement compréhensible, c'est le décalage qu'il y a entre l'enlèvement et l'assassinat, j'ose le mot, de la petite Maëlys, et puis cette affaire Noyer qui n'a rien à voir, c'est un adulte. Hein. La plupart des tueurs en série agissent toujours de la même façon, qui est leur signature, et ils sont attirés par le même type de victimes, où toutes les victimes ont un point commun. Ici, il ne semble pas que ce soit le cas. Alors, Nordal Lelandais est-il un tueur en série ? Les gendarmes ont activé une cellule de coordination baptisée Ariane pour remonter le fil Lelandais. Le but,
vérifier si l'homme est lié ou pas à une vingtaine de meurtres et de disparitions inexpliquées. Aujourd'hui, le meurtrier présumé de Maëlys est sous très haute surveillance dans cet hôpital à Bron, à côté de Lyon. Il est suivi de très près par des médecins et des psychologues. Tout est fait pour qu'il ne tente pas de mettre fin à ses jours avant la tenue de ses procès, car lui seul détient la clé, lui seul a la réponse à cette question. Pourquoi s'en est-il pris à ce jeune militaire et à la petite Maëlys ? Laurent Montet, par ses premières fuites, ce qui est nouveau donc cette semaine, c'est qu'on a une petite idée du profil psychique ou psychologique de Lelandais qui dit « il y a 2 personnes en moi et il y en a une autre qui apparaît quand je passe à l'acte ». C'est classique ça chez les tueurs en série entre guillemets ou chez les tueurs tout court ? Les tueurs en série organisés contrôlent, préméditent, sélectionnent leurs victimes et il est donc attendu qu'ils tentent par tout moyen, crédible en tout cas aux yeux des enquêteurs, de fuir leurs responsabilités et d'imaginer des scénarios dans lesquels ils se prétendraient irresponsables, totalement ou partiellement. Donc c'est un moyen de défense de dire j'ai 2 personnalités. J'en ai l'intime conviction. Maintenant, il faut toujours être très prudent puisqu'on n'est jamais dans sa tête véritablement, qu'on n'est pas avec la totalité des informations du dossier, qu'on n'a pas l'ensemble de la série criminelle encore visible aujourd'hui, notamment. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a démontré, sans aucun doute, une continuité de rationalisation. J'insiste, l'organisation, c'est plutôt un terme finalement qui s'applique à tout type de comportement avant, pendant et après le crime. Autrement dit, je prémédite tout en détail, et là, ça je contrôle tout en détail. Justement, j'y viens. Et après, vous avez effectivement donc tout ce qu'on peut faire pour dissimuler les preuves. Là, on a plutôt l'impression, en tout cas pour Maëlys, qu'il y a eu une forme de séquence ante-mortem avant le passage à l'acte, où il était un tant soit peu alcoolisé, dans une ambiance festive, avec un comportement assez décalé par rapport aux autres. Peut-être pas que de l'alcool d'ailleurs. Effectivement, voilà, il y avait quelque chose effectivement peut-être d'un peu plus pulsionnel au départ dans cette séquence-là. Mais il rationalise. Rationaliser, ça veut dire qu'il se réorganise après un passage, une séquence un peu désorganisée, parce qu'il a sans doute un petit don pour l'improvisation, parce qu'il a une maturité aussi criminelle, après toutes ces années passées, parce qu'il a été un ancien militaire, quoi qu'on en dise, parce qu'il a montré qu'il préparait un tant soit peu quand même des outils, du matériel pour faire disparaître ses preuves et avoir une certaine conscience justement du bornage des téléphones et d'autres moyens pour ne pas être vu. Sauf que, pardonnez-moi, mais c'est très dangereux. Je veux dire, un mariage dans un lieu clos avec un nombre de gens donnés, on sait que tous les enquêteurs vont interviewer tout le monde, interroger tout le monde. Je veux dire, c'est quand même pas... C'est sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a une séquence de désorganisation à évaluer. Puis, effectivement, une conscience ou une prise de conscience probable où il tente de rationaliser, et il s'est plutôt bien débrouillé, faut-il reconnaître aux yeux des enquêteurs à les entendre. Et ensuite, on se pose la question, justement, mais pourquoi s'est-il laissé aller ? Voilà. Ça, c'est une excellente question auquel peut-être pourra répondre M. Bourgoin. C'est pourquoi, au cœur, justement, de son envie, de sa pulsion, de son fantasme, voilà, il y a eu effectivement un penchant qui Alors attendez, pulsion, fantasme, pour l'instant, on ne sait rien. Hein. On sait qu'il avait consulté des images pédopornographiques, mais par exemple, le profil du caporal Noyer, c'est complètement différent. Stéphane Bourgoin. Oui, il avait consulté des images, notamment des images extrêmement violentes de sévices que subissait une fillette de 5 ans, avant et après cette journée du mariage. Donc aussi, préméditation, ça c'est un élément de préméditation ? Non, c'est juste, ça montre... D'abord, il est déjà bisexuel. Je pense pas peut-être qu'il imaginait tuer la petite Maëlys au départ. Est-ce qu'il la connaissait d'abord ? On n'en sait rien. Hein. On ne sait pas s'il la connaissait. On sait qu'il était venu pour dealer de la cocaïne. Pour dealer de la cocaïne. Donc c'est probable que c'est pas en tout cas cet élément-là qui nous permet ni de penser qu'il la connaissait, ni a fortiori de penser qu'il avait prémédité le crime. Tout à fait. Ce dont vous parlez, ce ne sont pas des éléments de préméditation, ce sont des éléments de sa libido. C'est ça. Et sa libido, on voit qu'elle évolue. Absolument. Et si il révèle in fine effectivement un caractère de prédateur, il s'intéresse à un type de profil, d'abord hétérosexuel, puis homosexuel,
puis à pulsion pédophile. Parce qu'on sait qu'il était sur des réseaux homo et sur des réseaux hétéros. Et on a les séquences. De même qu'il séquence les aveux qu'il donne, il séquence dans sa vie ses appétits, ses élans amoureux. Et le profil des victimes va changer sans que ça révèle que ce soit une préméditation. Mais ça facilite le travail du prédateur de côtoyer un milieu au sein duquel il s'épanouit. Mais vous qui avez étudié des centaines de cas, se faire pincer comme ça dans un mariage, avec prendre une petite fille, encore une fois dans un lieu clos, avec un nombre d'invités donné, je veux dire, on a toutes les chances avec la technologie actuelle de se faire, sous 48 heures, les enquêteurs avaient ciblé leur suspect numéro 1. Hein. Les enquêteurs s'étaient fait déjà leur opinion. Oui, C'était fait leur opinion, mais ils avaient déjà conscience qu'ils avaient face à eux un individu qui avait réponse à tout. Réponse à tout, tant qu'en face de lui, on ne lui montre pas qu'on a la preuve qu'il ment. Sur les 2 téléphones, pourquoi il n'avait pas parlé du deuxième, il avait des réponses sur pourquoi il avait lavé sa voiture de manière aussi approfondie. Il avait une réponse vérifiée et juste de revente. L'affaire de son short qui portait ce soir-là, qui a disparu, qu'on n'a pas retrouvé, il avait une explication, mais en absence de preuve du contraire, on l'a pas retrouvé. Donc de toute façon, ça n'était pas une preuve accablante pour lui. Il disait qu'il y avait des taches de vin dessus, soit on n'avait que sa version et pas une autre. Et rappelez-vous, la garde à vue a été suspendue. Oui, exactement. Ils ont senti, ils ont attendu, ils avaient besoin d'attendre les résultats d'expertise, notamment, et c'est là qu'on a trouvé c'est là qu'on a trouvé la trace ADN sur le tableau de bord. Puis après, la photo de la voiture. Et là, oui, mais c'est venu après. Ouais. Et il a fallu, ils ont attendu, ils ont gardé une réserve d'heures de garde à vue pour avoir l'élément qui le coinçait, qui disait stop. Maintenant, on a l'élément qui fait qu'on vous garde et mais pardonnez-moi, je reviens quand même sur les deux meurtres, on va dire meurtres, bon, même si c'est pas les qualificatifs d'ailleurs, je crois, l'un c'est assassinat, l'autre c'est meurtre. Maëlys c'est assassinat et le caporal Noyer. Le caporal Le Noyer, il est passé en dessous des radars. Oui, c'est l'inverse. L'affaire avait été classée. Là, l'affaire était classée. Or là, il avait toutes les chances de se faire très vite classé. Mais vous savez, vous avez raison. 2, ce que vous dites sur l'absurdité du chemin criminel qu'il a emprunté, ça va être un élément de défense puissant. Parce que précisément, s'il y a toutes les chances d'être dans le radar très rapidement, parce qu'on sait que les enquêteurs vont regarder la liste des invités, qu'on va voir qu'il n'y figurait pas alors qu'il était à la noce, qu'on va se demander pourquoi il y était, qu'on va comprendre que c'est parce que c'est un petit dealer, qu'il y a dans un mariage, il y a toujours des gens qui filment. On sait comment ça. Aussi, vous avez raison, le nombre d'images dans un mariage. Que donc il multiplie le risque qu'il soit filmé en train d'emmener la malheureuse Maëlys dans son véhicule. Mais tout ça, ça va être plaidé comme étant autant d'éléments qui caractérisent la pulsion insurmontable, qui fait qu'en réalité, il n'est plus maître de lui-même à ce moment-là. Et que par conséquent, si ça n'a pas aboli le discernement de Nordal-Lelandais, ça l'a à tout le moins atténué. Et ça a un impact sur la peine qu'il encourt. De même que la stratégie qui consiste à ne jamais rien céder, sauf devant l'évidence, et par conséquent d'avoir une vérité évolutive face aux enquêteurs puis face aux juges, c'est toujours dans la volonté de minimiser le maximum légal qu'il encourt. Mais c'est aussi de gagner un peu de temps, mais pourquoi faire ? Mais gagner un peu de temps, si à la fin vous êtes sur des qualifications moins lourdes, c'est pas gagner un peu de temps, c'est gagner beaucoup de temps à la fin. Hein. Ça se compte en pardonnez-moi, mais là, avec ce qu'il a sur le dos, il est déjà bien coincé. Non mais bien sûr, mais pour revenir à ce que vous disiez sur la présomption d'innocence, ça ne veut pas dire que les juristes vivent dans un fantasme fou, ça veut simplement dire que, même si ça nous arrive, ça veut simplement dire que la charge de la preuve repose sur l'accusation. Qu'on ne se satisfait pas du fait qu'il a avoué, ça veut dire que dans un état de droit, cette présomption d'innocence-là, elle n'est pas de l'ordre de l'abracadabrantesque juridique, c'est simplement de rappeler la présomption d'innocence. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est de l'accusation, donc en l'espèce le procureur de la République, qui doit prouver et qui doit finir de réunir les chaînons manquants
y compris sur les autres disparitions dont vous parlez tout à l'heure. Ça risque donc de durer des années. Oui. J'aimerais qu'on revienne donc sur cet aspect des choses, sur l'analyse psychique, psychologique de Nordal Lelandais, avec cette suite de l'enquête signée Gwenaëlle Bellec. Nordal Lelandais et ses nombreuses volte-face. Pendant 6 mois, l'ancien maître chien de 35 ans a nié les faits. En février, il finit par reconnaître ce qu'il appelle un accident. Il n'a plus le choix. Des traces du sang de Maëlys ont été retrouvées dans son véhicule. L'homme a aussi été vu par des experts psychiatres. Il répète qu'il a tué la fillette d'un coup de poing. Et il affirme: j'étais comme spectateur. Une deuxième personne était en moi. Et il ajoute: j'entendais des voix. Pourtant, d'après les experts cités par RTL, Nordal Lelandais ne souffre d'aucune pathologie mentale. Pas d'abolition ou d'altération du discernement. Les parties civiles s'étonnent des nouveaux arguments du suspect. Il semble évoquer d'être sorti de son corps, mais c'est totalement contradictoire avec l'hypothèse de l'accident qu'il a évoqué pour expliquer les circonstances de la mort de Maëlys. Il n'est atteint d'aucun trouble psychique qui aurait pu abolir ou altérer son discernement. Il est donc totalement responsable. Nordal Lelandais a également reconnu avoir tué le caporal Arthur Noyer à la sortie d'une boîte de nuit il y a 1 an. Là encore, il a plaidé l'accident et sa défense semble la même. Quand un psychiatre lui demande dans quel état psychique étiez-vous, il répond: comme pour Maëlys, ce n'était pas moi. La justice s'intéresse à Nordal Lelandais pour au moins 2 autres disparitions non élucidées dans la région. Alors, très intéressant ce que dit cet avocat dans ce sujet. D'un côté, il dit: j'étais sorti de mon corps, j'ai entendu des voix, c'était pas moi. Et dans les 2 cas, que ce soit Noyer ou Maëlys, il dit c'était un accident. Contradiction totale. C'est une contradiction totale, effectivement. C'est comment admettre rationnellement, intellectuellement, de manière tout à fait consciente, que c'est un accident. Ça veut dire qu'on pèse les mots sur les circonstances, que signifie le mot accident, les conséquences pénales. Détaille un peu. Noyer, c'était une bagarre qui a mal tourné, oui. Il est tombé sur la tête. Maëlys, je lui ai donné une gifle. Bon. Et de l'autre, c'est voilà, quelqu'un était en moi, qui a pris le contrôle de mon corps, etc. Mais les enquêteurs ne sont pas idiots, ils la notent tout de suite, cette contradiction, non? Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas aussi contradictoire qu'on peut le penser, puisqu'on a l'expérience de tueurs en série. Je prendrai l'exemple de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui était quelqu'un de charmant, fan de foot, du PSG, qui gardait les enfants dans le squat où il vivait. Mais il avait déjà son sac à dos, son kit du crime qui était préparé à côté de lui, où il avait l'opinel, les liens prédécoupés et le sparadrap. Et après, une fois... Là, c'est pas le cas pour le... Non, mais après, il partait, comme il le dit, en chasse, jusqu'à ce qu'il trouve une proie qui le fasse flasher. Donc il peut y avoir 2 facettes dans la personnalité, puisque le psychopathe, la psychopathie n'étant pas une maladie mentale, mais un trouble du comportement, peuvent avoir une façade de normalité absolue. Lui, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement frustré, qui ne supporte pas la contradiction, qui déteste qu'on lui donne des ordres. Y compris un enfant ? Y compris un enfant. On a vu déjà au temps de sa scolarité ce que disent ses anciens directeurs d'école, mis devant les faits, quand on dit « tu n'as pas fait tes devoirs », il invente des mensonges abracadabrants. À l'armée aussi, lorsqu'il est en Guyane, il a une dispute avec un de ses officiers et il le menace de mort. Lorsqu'il vit à Chambéry, au 3e étage de son appartement, il laisse ses chiens aboyer, souvent enfermés plusieurs jours sur le balcon. Et lorsque les voisins se plaignent, il menace de leur fracasser la tête et de les tuer. Donc c'est quelqu'un qui est en permanence frustré et qui a un seul moyen de communication dans l'existence, c'est l'ultra-violence. Et ça, c'est le côté pervers des choses, c'est-à-dire de chercher par tous les moyens à faire mal et à se faire plaisir par ce biais-là ? Parce que pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est lui et personne d'autre. Oui. Et j'allais rajouter justement, si on va sur le terrain de l'orgueil,
n'est-ce pas justement un péché d'orgueil d'avoir cru lui-même que rentrer dans ce mariage sans être arrêté ou repéré, effectivement, allait passer à l'as? Vous voyez, c'est pas forcément une désorganisation de type psychiatrique, c'est peut-être justement au contraire un narcissisme tellement surdimensionné qu'il en vient à croire, après avoir été impuni autant de temps peut-être auparavant, avec sa personnalité qui a été très bien rappelée, de se croire invulnérable et intouchable. Voilà. Et je voulais aussi souligner, permettez-moi, cette contradiction malgré tout entre accident et j'entends des voix. Parce qu'il est très juste de rappeler qu'on peut avoir deux troubles, deux facettes de comportement et de personnalité, c'est tout à fait possible, effectivement, même dans son cas. Mais c'est le fait de dire c'est un accident, d'un côté, c'est la même personne qui dit c'est un accident, et j'entends des voix. C'est-à-dire le fait, quand je vous entendez des voix, c'est que vous avez déjà conscience que quelque part, vous êtes dominé par quelqu'un. Donc quoi, il se souvient qu'il y a quelqu'un qui lui parle, un peu comme David Berkowitz, le fils de Sam en son temps, disait j'entends quelque chose. Il a conscience donc que quelqu'un lui parle. Et ensuite il va dire très rationnellement c'est un accident, sans qu'il y ait à ma connaissance de lien entre les deux. Or un accident c'est quoi? C'est un concours de circonstances où on est finalement dans la vie de tous les jours une personnalité à peu près normale qui malheureusement du fait des Parce qu'il les explique de façon très précise les accidents. Il dit le noyé, on s'est bagarré, il est mal tombé sur un coin de trottoir, il est mort. Et Maëlys, elle criait dans la voiture, donc je l'ai giflé. Voilà, c'est là où je parle d'une rationalisation. C'est une rationalisation. Et utile pour lui. Parce que ça exclut la préméditation. Absolument. Or là, dans l'aspect que vient de nous indiquer notre ami sur... Il n'y a en réalité pas d'absurdité, mais il y a une part de défi dans le sentiment d'impunité. Ça présuppose par conséquent qu'il avait bien prémédité son crime. Ça, c'est une déduction très intéressante. Et en l'espèce, aujourd'hui... ça n'est pas encore établi par l'enquête ou par l'instruction. On raisonne là, vous comme moi, sur des hypothèses. Tout à fait. Mais lui, il sait bien qu'il n'a aucun intérêt à ce qu'on lui taxe de préméditation dans son acte criminel, parce qu'il en court beaucoup plus. Donc la théorie de l'accident, qui in fine va venir offrir une possibilité jusqu'à ce qu'on mette en face des preuves qui viennent contredire cette possibilité, c'est, comme par hasard, la possibilité qui le prémunit des peines les plus lourdes. Mais alors, si c'était par exemple prémédité, là aussi le mobile c'est quoi? Alors pour un pervers, ça peut être le plaisir de faire du mal. C'est ce que vous disiez en creux dans votre question tout à l'heure. On en vient aux fameuses paraphilies, aux fantasmes, c'est-à-dire le pouvoir, le sexe, une forme effectivement de plaisir. Le sexe, on n'en sait rien. Non, je dis hypothèse, on est dans l'hypothèse. Donc ça peut être effectivement, mais chez les tueurs en série, les dimensions en tout cas sexuelles, de toute puissance ou éventuellement de pathologie parmi les plus inorganisées sont les trois grands pôles. Alexandra Guillet, qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté des enquêteurs, des juges d'instruction vis-à-vis de Lelandais? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de nouvelles auditions Bien sûr. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date d'audition programmée, prévue. En tout cas, on n'en est pas informé. Mais de toute évidence, ces auditions vont arriver. On peut imaginer assez aisément qu'il n'y aura pas de nouvelles auditions tant qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments d'expertise complet versé au dossier. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Eh bien, pour l'instant, on a vu, alors qu'il y avait cette expertise d'un collège d'experts, de 3 psychiatres qui étaient versés au dossier. Maintenant, faut bien comprendre que les éléments d'autopsie dont on a parlé tout à l'heure, les quelques éléments dont on a, ce ne sont que quelques éléments. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ont mené des examens approfondis, poussés pendant 3 mois sur les vêtements de Maëlys, sur les accessoires, sur sa dépouille, sur les ossements. Et tous ces éléments ne sont pas, toutes ces conclusions ne sont pas, à l'heure actuelle, dans leur totalité, versées dans le dossier du juge d'instruction. Et tant que le juge d'instruction n'aura pas toutes ces expertises en sa possession, toutes ces conclusions pour avoir une idée précise des questions vers lesquelles il veut emmener Nordal Lelandais pour avancer
dans ces déclarations, eh bien, ils attendront. La priorité pour eux était de retrouver Maëlys, la priorité pour eux était de retrouver l'auteur du meurtre de Maëlys. Désormais, le temps de l'enquête, il prendra le temps nécessaire. Donc là, c'est un espèce de combat psychologique avec le Landais. C'est de lui dire, on va en avoir sous le coude, et on va le distiller petit à petit. Les règles du jeu, les cartes, elles sont effectivement, la manière de fonctionner, elle est établie. Et on va tenter d'effectuer des recoupements. Parce qu'on sait que, par exemple, dans son carnet d'adresse à Nordal-le-Landais, on a trouvé le nom d'un cousin d'Éric Forêt qui a disparu mystérieusement au sortir d'une boulangerie, qui n'avait absolument aucune raison de disparaître. On sait qu'il a partagé des repas avec Lucie Roux, une femme d'une quarantaine d'années, qui était dans le même établissement psychiatrique que lui, lorsqu'il tentait de se guérir de dépression et de son addiction à l'alcool. Faut aussi dire que lors de la soirée du mariage, il avait bu 16 verres d'alcool, qu'il avait probablement pris de la cocaïne et bu, entre autres, de la chartreuse. Ah oui, ça, on le sait maintenant. Oui, ce qui peut présenter une certaine forme de facilitation de passage à l'acte. Et puis vous disiez, dans tous les temps judiciaires qui nous attendent maintenant, donc il y a cette audition, il y a ces rapports d'expertise, et puis il va y avoir un moment très important, c'est la reconstitution. Sur place, et une fois que les juges d'instruction auront estimé avoir les éléments nécessaires pour envisager une clôture d'enquête, eh bien, il y aura cette reconstitution avec Nordal-le-Landais, s'il accepte d'y participer. Il sera il faut qu'il accepte. Ah bah oui, s'il n'accepte pas, on peut très bien l'emmener. On peut pas l'amener de force. Voilà, on peut pas le forcer à miner ce qu'il est censé avoir fait. Donc oui, il y aura reconstitution avec une participation de plein gré ou non, mais en tout cas, ça permettra, cette reconstitution aussi, de confronter Nordal-le-Landais à d'éventuelles contradictions qu'il pourrait y avoir entre les constatations horaires, de tempo, de déroulé de cette soirée par rapport à ces déclarations. Et ça, vous voyez ça quand ? Alors là, bien malin qui serait le dire, mais ça va prendre c'est dans de nombreux mois. Oui, non, mais le calendrier judiciaire, c'est une donne inconnue, mais parce que les enquêteurs ou le juge peuvent en jouer aussi. Pourquoi ? Parce que si le but, c'est de dire que M. Lelandais offre des vérités successives, qui n'apparaissent qu'au gré des éléments de l'enquête, lui donner tous les éléments dès le départ que détient la justice, c'est l'aider à forger une vérité définitive tout de suite. Et par conséquent, on enlève à l'avocat général, à l'accusation, à tous ceux qui ont une conviction précisément, on leur enlève la possibilité de démontrer aux jurés, qui seront les juges finaux, de démontrer que Nordal-le-Landais a menti. Il a commencé par nier le crime, puis nier les conditions du crime. Bon, et ce, y compris dans le cadre du caporal Lenoyer, pas uniquement dans le cas de Maëlys. Donc, ça a été, je le connais pas, puis je l'ai pris en stop, et puis je l'ai tué. Bon. C'est exactement ça. Mais c'est un accident. Idem pour la jeune Maëlys. C'est pas moi, et puis finalement on a pris la voiture, et puis finalement dans la voiture je l'ai tué d'un coup de poing au menton, et aujourd'hui l'autopsie ne révèle qu'une fracture, il n'y a pas d'autres lésions ou fissures. Donc si avec vous voulez, cette ça l'aide, si on le fait... Cette question terrible, pardonnez-moi, mais comment est-ce qu'on tue une fillette de 8 ou 9 ans avec une simple gifle ? Moi je pense qu'il y a quand même... Non mais pardonnez-moi, moi je pense qu'en fonction de votre gabarit et du gabarit de l'enfant, un coup de poing suffit, Et c'est un coup de poing d'un militaire. Aussi on a vu des photos tout à l'heure dans une salle de musculation. C'est quelqu'un qui est puissant et qui sait porter les coups. Donc je ne le souhaite à personne, mais si vous voulez, sur une gamine de 8 ans, c'est comme si nous, on prenait une claque de Mike Tyson. Bon, mais non, mais oui, moi je pense que ça peut tuer. Mais vous avez raison, c'est une question affreuse, parce qu'on ne sait pas si ça suffit à expliquer. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire pour les parties civiles ? Au premier rang desquels les parents de la jeune Maëlys, puis après les parents du caporal Lenoyer. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent du procès de comprendre ce qui s'est passé. Et là, ils vont partir sans certitude. De même qu'il n'y a pas de certitude. Dans l'autopsie, si vous voulez, on ne trouve
aucune trace d'agression sexuelle sur cet enfant. Et parce que ça dépend aussi de la conservation du corps. Exactement. Et ça, c'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé que donc on ne peut pas la prouver qu'il n'y en a pas. Évidemment. On va revenir sur justement la stratégie de défense actuelle de Nordal-Lelandais et continuer à se poser des questions avec Céline Blancpain. 2 meurtres et une même ligne de défense, la mort accidentelle. Dans l'affaire Maëlys, tout d'abord, la nuit du 27 au 28 août à 2h46 du matin, lors d'une soirée de mariage, Nordal-Lelandais emmène la fillette dans sa voiture pour aller voir ses chiens, dit-il. Sur le trajet, Maëlys panique, veut faire demi-tour. Nordal-Lelandais raconte lui avoir mis un coup, avec le revers de la main, violent, sur le visage. La fillette succombe. Il dépose Maëlys à proximité de son domicile, près d'un cabanon. Quelques heures plus tard, il se débarrasse du corps, en pleine nature, dans le massif de la Chartreuse. C'est ici, dans cette forêt, au pied du Mont Grêle, à une dizaine de kilomètres de Domessin, que Nordal-Lelandais a conduit les enquêteurs le 14 février dernier. Et c'est ici qu'ils ont retrouvé, dans un ravin, le corps de Maëlys. Les premières analyses démontrent qu'elle a été victime d'une fracture de la mâchoire. Dans la disparition du caporal Arthur Noyer en avril 2017, l'ancien maître chien reconnaît une bagarre entre eux après l'avoir prise en stop à la sortie d'une discothèque. Il admet l'avoir frappé de plusieurs coups au visage, entraînant la chute de ce dernier. Dans les 2 affaires, le suspect dément toute préméditation. De leur côté, les avocats des familles de Maëlys et Arthur Noyer n'ont pas souhaité s'exprimer pour le moment. Il les gardait jusqu'à 1h du matin. Alors, est-ce que la thèse accidentelle défendue par Lelandais est tenable aujourd'hui? Ah oui, pour l'instant, on n'y a pas de preuves en l'état de ces affirmations, en l'état de ce que nous connaissons du dossier. Bon. Rien ne vient le contredire, mais c'est même pour ça qu'il tient cette position, parce que pour l'instant personne ne peut lui apporter la preuve qu'il ment. Bon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend le système judiciaire français, une peine minorée? Exactement, parce que par exemple ça peut supposer des qualifications juridiques qui ne renvoient pas au même quantum de peine. Il risque combien là, là, il risque coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, si vous même voulez, s'il y a une qualification d'assassinat. Mais j'entends bien. Qualifie toujours au-dessus. Le parquet ouvre au maximum, d'abord parce que ça n'ouvre pas les mêmes délais d'instruction au juge d'instruction. Donc, ils ouvrent au maximum pour donner le plus de temps possible au juge d'instruction pour mener à bien ses enquêtes, ses auditions, etc. Et à l'arrivée des courses, de toute façon, je vais vous dire, les jurés, il est probable, quand on voit l'émotion qu'a suscité cet enterrement, quand on voit les comptes rendus de vos équipes sur place, moi je pense que les jurés ne seront pas tendres. Donc il va... c'est absurde de procéder à une projection dès maintenant. S'il arrive en vie à son procès, il reste très probable qu'il prendra le maximum. Ouais, Laurent Montet. Oui, j'allais dire, là nous avons une logique juridique et strictement juridique. Qu'est-ce que un accident va occasionner comme qualification pénale? Non mais heureusement aussi. Bien évidemment, c'est un droit, c'est un devoir judiciaire, c'est les droits de l'homme. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus vraiment. Après, il faut bien sûr remettre cet élément précis dans un contexte. Il vient de parler de la médiatisation, il vient de parler de... Nous avons parlé durant toute cette émission quasiment de la continuité comportementale de cet individu. De se dire justement que lorsqu'il fait quelque chose, ça a une tendance organisée. Lorsqu'il s'en prend avec des preuves à l'appui, avec des actes effectivement qui sont commis, il y a quand même des éléments matériels opposables. Il y a effectivement ensuite des rapprochements qui sont faits et il y en aura sans aucun doute qui auront lieu du fait de sa maturité criminelle notamment. Et on s'inscrit dans un contexte criminel, dans un continuum criminel, dans une ambiance finalement qui nous font venir sur votre plateau en tant que criminologue. Donc tout ça, ce sont des indicateurs certes indirects, mais qui donnent un sens en fait à l'affaire, qui donc doit aussi, après et avec l'aspect juridique, doit sans doute être apprécié criminologiquement, psychocriminologiquement et socialement, à l'évidence. Ça veut dire aussi que, d'après ce que vous avez déjà vu de la psychologie de Lelandais, il lâchera rien. C'est notamment sur les autres disparitions. Alexandra rappelait qu'il en avait une vingtaine qui étaient vérifiées en ce moment. Il a d'abord aucun intérêt à avouer quoi que ce soit, et c'est pas dans sa nature.
Jusqu'à présent, il a toujours, je dis bien jusqu'à présent, il a toujours avoué du bout des lèvres, en prétendant, selon ses dires, que les morts sont accidentelles, donc il n'y avait pas préméditation de sa part, sauf que pour Arthur Noyer, la qualification, il est quand même mise en examen pour assassinat, ce qui présuppose une préméditation. Ouais. Et un mobile. Et là aussi, sur Arthur Noyer, on n'en sait strictement rien. Beaucoup. On sait qu'il avait des rapports avec les hommes, avec les femmes, mais à part ça, qu'il était trafiquant de drogue, donc là aussi, ça peut être aussi un mobile, ça s'est mal passé, mais pour l'instant, peut-être que les enquêteurs savent, mais nous n'en savons rien. Disons qu'il y a quand même beaucoup, notamment mon ami, l'ancien grand flic Claude Scorsese, signalait que le caractère atypique d'Arthur Noyer, un jeune homme, et d'une fillette comme Maëlys, mais c'est pas aussi atypique qu'on peut le penser dans le choix des victimes chez les tueurs en série. Un Michel Fourniret a tué des jeunes femmes, a tué des fillettes, a tué aussi un homme. Francis Holm, le routard du crime, tue le petit Joris dans le sud-est de la France, tue un homme à Périgueux, une infirmière sur une plage de Bretagne et des femmes très âgées dans l'est de la France. Mais je reviens sur ne serait-ce que quelques exemples. Je reviens sur les mobiles. C'est pour ça qu'ils ouvrent autant. C'est justement bien pour ça que les enquêteurs ont monté cette cellule Ariane et qu'ils mettent un point d'honneur à vérifier le maximum de dossiers, notamment dans son secteur, à cause de cette particularité qu'il n'a pas un type de cible, un profil type de cible. Je reviens sur les mobiles. Si c'est un crime sexuel, par exemple avec Arthur Noyer, on n'en sait rien, et qu'il était sur des réseaux, ça se retrouve. Oui, d'autant plus qu'il filmait la plupart de ses relations intimes. Voilà. Si c'est un deal qui s'est mal passé, on va savoir qu'il y en avait un qui était consommateur ou pas, ça peut se retrouver aussi. Donc tout ça, les enquêteurs sont en train de fouiller tout ça ? Mais on fouille, mais le problème c'est que vous trouverez peut-être tout. Vous trouverez peut-être des victimes qui avaient consommé des stupéfiants, qui leur avaient été cédés ou non par Nordal Lelandais, qui ont eu ou non des rapports avec lui ou avec d'autres. Et après ça, il va falloir non pas se forger une conviction, mais même démontrer ce qui s'est passé. Et quand Madame Guillet, vous parlez tout à l'heure de la reconstitution et de la façon dont va se prêter le suspect à cette reconstitution, c'est fondamental. Pour deux choses. D'abord, on peut imaginer qu'il s'y prête de mauvaise foi. Mais à ce moment-là, il y aura des experts aussi pour vérifier la crédibilité du scénario qu'il livre au juge d'instruction. Par exemple, imaginons pour la gifle à la malheureuse Maëlys, il y a des gens qui vont vérifier si c'est possible, la façon, ce qu'il raconte, etc. Voilà. Si la position des corps, de conduite, la position où est censée se trouver Maëlys au moment où elle reçoit le coup, est-ce que déterminer une probabilité que le coup fut fatal ou non, en fonction de l'analyse de la mâchoire de la pauvre enfant, on verra aussi si c'est compatible avec la façon dont Monsieur Lelandais raconte qu'il a porté le coup. Si c'est pas compatible, la traduction qu'en fera le juge d'instruction et les parties au dossier, c'est qu'il est en train de mentir. Oui. Et là, on réouvre lui opposer. Exactement. Et on réouvre un tas d'hypothèses, évidemment moins favorables à l'accusé que celles que lui met en avant. Alors justement, Nordal Lelandais, où est-il ? Ça fait quand même un bout de temps maintenant, Alexandra. Ça fait plusieurs mois qu'il est dans une unité spécialisée de traitement psychiatrique. À sa demande. À sa demande. À sa demande. C'est intervenu 6 jours, je crois, même pas après qu'il soit passé aux aveux le 14 février et qu'il ait conduit les enquêteurs et les magistrats sur les lieux sur l'endroit où se trouvait le corps de Maëlys. On va voir ça avec Catherine André. Le 16 février dernier, quelques jours après avoir avoué qu'il a bien tué la petite Maëlys, Nordal Lelandais quitte la prison de Saint-Quentin-Fallavier pour un hôpital psychiatrique près de Lyon. Dans un état psychologique fragile, il y est hospitalisé sur avis médical avec son consentement. Ouverte en mai 2010, cette unité peut accueillir jusqu'à 60 détenus
qui y sont suivis, soignés par des médecins. Mais cette structure, qui dépend d'une maison d'arrêt, reste un lieu de détention. Le personnel pénitentiaire gère la sécurité des lieux, contrôle les entrées et les sorties. Il peut aussi intervenir dans l'unité de soins à la demande des médecins et des infirmiers. Nordal Lelandais peut y être entendu par des juges d'instruction. Il peut également y recevoir des visites. Hospitalisé pour une durée indéterminée, il ne pourra quitter les lieux que sur décision du personnel soignant. Alors, question, c'est lui qui demande à se faire hospitaliser et on dit, mais il y a des craintes pour qui se suicide. C'est pas un peu contradictoire, ça ? Ah ben non. Non, mais c'est pour ça qu'il y est. Ouais, parce que lui-même là a où peur il de est placé. suicider, ou quoi ? Alors d'abord, oui, son conseil peut le ressentir aussi. Lui-même, il peut avoir des crises d'angoisse, donc on sait que c'est un moment pour le passage à l'acte suicidaire qui est favorable. Et puis nommons les choses. Vous avez commencé en disant, est-ce que Monsieur Lelandais a pu voir les images de l'enterrement de Maëlys ? Vous avez commencé votre émission ainsi. S'il reste dans la prison précédente, lui, je ne sais pas s'il le voit, mais il y a forcément des co-détenus qui la voient. Ouais. Et des co-détenus qui sont émus. Donc là, c'est aussi le meilleur moyen de garantir sa sécurité par rapport à ses pour le co-détenus. protéger. Ah oui. Ça a une double vocation. Ouais. Hein, c'est... De lui-même et des autres. Donc lui aussi, en demandant, c'est parce qu'il a peut-être peur des co-détenus. Mais oui. Alors il était déjà dans un quartier à l'isolement pour être protégé justement de toute agression éventuelle. Des co-détenus qui ont horreur de ce qu'on appelle les codes de la détention. Pointeur, hein, c'est ça. C'est exactement ça. Dans les codes de la détention, il appartient à la partie la plus méprisable. Voilà. Et puis ça peut être un moyen pour lui, s'il choisit de se donner la mort, avant son procès, d'être à tout jamais considéré comme innocent de ses crimes. Tout à fait. C'est déjà arrivé pour l'adjudant Pierre Chanal, pour l'affaire des disparus de Mourmelon, qui était d'ailleurs Mourmelon, qui est un camp près de celui de Suippes, coïncidence où a servi Nordal Lelandais, qui a choisi de se donner la mort avant que se tienne le premier jour de son procès. Et donc il est à tout jamais présumé innocent. Oui, mais c'est aussi une façon d'échapper à tout, quoi. Oui, de montrer qu'il reste en contrôle, que c'est lui qui décide de la situation. Ouais. Il est sous une surveillance particulière, là, en ce moment. Il est comme, par exemple, le seul auteur de... Salah Abdeslam, avec des draps en papier, réveillé tous les quarts d'heure, etc. On le sait, ça ? Alors, Salah Abdeslam, c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il est sous vidéosurveillance, H24. Donc, c'est encore... autre chose. Là, dans cette unité-là, ça veut dire qu'il fait l'objet d'une surveillance accrue avec un passage effectivement forcément très régulier de tout le personnel soignant et pénitentiaire pour vérifier qu'il va bien. Il peut y avoir effectivement des réveils réguliers. Il y a des mesures de sécurité, vous le disiez, détenus des couvertures ou quoi qui se déchirent. On ne peut pas attenter à sa vie avec ces moyens-là. Ce sont des individus qui sont pris en charge, qui sont surveillés, on ne va pas dire coucounés, parce qu'on est quand même dans un milieu carcéral, il ne faut quand même pas l'oublier, il n'est pas juste à l'hôpital, c'est un milieu carcéral. Mais un avocat nous disait d'ailleurs, il a peut-être demandé à être transféré parce que c'est plus agréable d'avoir une détention là que dans une cellule de prison. C'est vrai ça aussi ? Il y a un meilleur suivi, puisque il y a moins de promiscuité. Donc c'est plus confortable pour lui, excusez-moi, c'est quand même... Mais ça veut dire qu'il ne va pas retourner en prison classique. Ça suppose aussi qu'on est shooté, etc. Voilà. Ça veut dire qu'il ne va pas retourner en prison classique demain, en tout cas pas avant son procès. Ça c'est sûr. Exactement. Non, il est surveillé toutes les demi-heures. Ah oui, en ce moment. Bon, comment vous voyez la suite ? Procès dans quoi ? 2, 3 ans Et à chaque fois, procès différent de celui de Maëlys, de celui d'Arthur Noyer ? Non, je pense qu'il y aura un procès unique. Unique. Bon. A priori. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en parler sur LCI. Et tout de suite, d'autres infos.